cinquième nuit de violence dans le quartier des Tarterets à Corbeil-Essonnes. Hier soir, 4 policiers ont été légèrement blessés. 4 suspects ont été interpellés. Ils sont entendus en ce moment sous le régime de la garde à vue. On va raconter l'histoire dans l'ordre, notamment grâce à vous, Raphaël Maillochon. Bonsoir Raphaël. Pourquoi ce mouvement de colère ? Eh bien, à l'origine de ces tensions, de ce mouvement de colère, ici, une banale opération menée par la brigade spécialisée de terrain. C'était jeudi dernier, dans la journée, une opération anti-rodéo urbain. Les policiers ont donc arrêté un homme, saisi sa moto, un homme qui a appelé à la rescousse son grand frère, qui est arrivé, qui a lui aussi été interpellé, notamment pour des violences sur personnes dépositaires de l'autorité publique, des hommes qui ont passé du temps en garde à vue, qui devaient comparaître ce lundi en comparution immédiate, mais le parquet a décidé de les reconvoquer au mois de janvier. Mais ce qui déclenche, Aurélie, surtout la colère ici dans le quartier des Tarterets, et une vague d'indignation à Corbeil-Essonnes, c'est une scène qui a été filmée jeudi pendant l'arrestation du grand frère. Le grand frère qui, je souligne au passage, avait frappé un policier qui a eu 3 jours d'interruption totale de travail. On y voit donc une interpellation de police au sein des Tarterets à Corbeil-Essonnes et une mère de famille qui s'approche de ce petit groupe et qui va essayer à de nombreuses reprises d'empêcher l'interpellation. Un fonctionnaire de police va alors se servir de sa bombe de gaz lacrymogène et viser directement la mère de famille. Pendant une seconde environ, elle va recevoir du gaz lacrymogène. Voilà pourquoi ces opérations anti-rodéo, ces 2 interpellations et cette scène que je viens de vous décrire, ont conduit à ces 5 nuits d'affrontements ici entre certains jeunes et la police au Tarteret. Vous restez avec nous, Raphaël Maillochon, avec Nassim Gomri. Bonsoir Rosa Méziane. Bonsoir. Vous êtes présidente du mouvement pour l'émancipation des territoires. Merci d'être avec nous ce soir. Guillaume Fard est avec nous. Bonsoir Guillaume, consultant sécurité à BFM TV. Et à distance, Michel Noailles. Bonsoir, vous êtes le premier adjoint communiste au maire de Corbeil-Essonnes, en charge des politiques scolaires et éducatives. On va d'abord regarder avec Guillaume Fard la vidéo qui a déclenché, alimenté le mouvement de colère. Certains sont témoins directs de cette scène. On voit sur cette vidéo, Guillaume Fard, d'abord qu'il y a une interpellation. C'est ça, oui. Un jeune homme au sol. Il y a l'interpellation, il y a le principal suspect, donc celui qui est suspecté de s'être livré à ce rodéo urbain interdit sans casque, qui plus est avec un véhicule qui n'est pas autorisé, interpellé par des fonctionnaires de police. Et sa mère va venir s'interposer et le fonctionnaire qui d'abord la voit arriver dans le dos va l'asperger de gaz incapacitant. Il y a une vaporisation que l'on voit très nettement à l'image et c'est cette séquence-là, cette scène-là qui déclenche ensuite une série d'émeutes, en tout cas une réaction en chaîne et à minima une hostilité forte à l'adresse de la police et un appel à la mobilisation et à la commission de violences nocturnes parce que certains considèrent que voilà, c'est une femme, elle est sans défense et que il y a ce recours à la force qui est jugé disproportionné et injustifié. Justement, pourquoi ce policier va-t-il, je ne sais pas quel est le bon terme, jeter du gaz lacrymogène sur cette mère de famille ? Dans les explications qu'il donne, alors non pas publiquement mais à sa hiérarchie, mais elles nous ont été rapportées puisque nos équipes ont pu s'entretenir avec la commissaire de police qui est sa supérieure hiérarchique, il dit qu'il n'a pas bien vu qu'il s'agissait de cette femme, que lui il a vu quelqu'un venir sur lui, dans son dos qui plus est, qu'il s'est retourné et qu'il l'a aspergé à une reprise seulement et qu'après avoir pris conscience qu'il s'agissait d'une dame, il n'a pas recommencé. D'ailleurs on voit à l'image qu'il ne réitère pas, c'est une aspersion de gaz incapacitant. Néanmoins il y a une question de discernement, de proportionnalité dans le recours à la force, ce que ne nie pas du reste la commissaire qui est sa supérieure hiérarchique, mais ces images deviennent virales et dans un contexte particulier, dans un quartier en particulier aussi où le lien de police population et le lien de confiance est quand même distendu, il faut aussi le dire. Il y a peu de confiance police-population en Ile-de-France et singulièrement chez les jeunes. Et bien évidemment, cela suscite des flambées de violence et on en est ce soir à 5 nuits de violence derrière nous. Vous parliez de la commissaire divisionnaire qui défend son agent, on l'écoute. Il s'est excusé sur le fait qu'une mère de famille ait été gazée, mais sur en réalité le pourquoi du comment, on était d'accord pour dire que malheureusement cette maman n'aurait pas dû se trouver là. Je sais comment sont les mamans, on essaye toujours de défendre ses enfants, mais pour autant, ça peut se comprendre, mais pour autant, déjà les 2 individus interpellés sont très connus de nos services, donc la maman sait aussi comment ça fonctionne. Voilà, il y a eu plusieurs réunions, il y a quand même une volonté d'être dans le dialogue. Michel Noailles, les mots sont encore plus forts quand ils viennent du commissaire d'Evry. Il a vraiment dit « excusez-nous », ça s'est passé comme ça lors d'une réunion ?
Écoutez, déjà, merci de nous donner la parole au nom de la ville de la municipalité de Corbeil-Essonnes. Oui, hier, grâce d'ailleurs à des mamans du quartier, les gilets roses, eh bien, nous avons facilité la rencontre entre une centaine de mamans et des jeunes et des moins jeunes du quartier avec la police, 2 commissaires de police. Et après quelques instants de méfiance, il y a un vrai dialogue franc qui s'est instauré. Et effectivement, le mot de regret de la part de la police a été prononcé. Sans doute que ça a confirmé auprès des habitants du quartier que cette interpellation avait peut-être été mal maîtrisé par l'agent en question. Et donc ce terme de regret qui a été prononcé avait vraiment apaisé cette relation, ce dialogue entre les habitants du quartier, les mamans, très nombreuses, des jeunes et des moins jeunes, mais et les fonctionnaires de police, que je remercie vraiment d'être venus. Il dit, quelle est sa phrase exacte? Il dit je regrette ce qui s'est passé, je vous présente mes excuses. Voilà, je regrette. Le mot de regret, je l'ai noté, a été prononcé. Et la commissaire de police, d'ailleurs, le confirme dans ses propos que vous relatez. Donc le terme de regret a été prononcé. Et vraiment, ce terme a été bien reçu par l'assistance. Elle attendait ce terme parce qu'à l'évidence, les habitants, dans leur majorité du quartier, pensent que cette interpellation a peut-être été mal maîtrisée. Vous voyez ce que je veux dire? Moi, j'essaie de comprendre. Et notre souci à la ville de Corbeil-Essonnes hier, c'était, au regard de l'émotion vécue, eh bien, de favoriser le dialogue. Et c'était remarquable, je n'avais jamais vécu cela. Plus de 150 personnes, des mamans, oui, des jeunes, des moins jeunes, avec 2 fonctionnaires de police qui dialoguent pendant quelques dizaines de minutes et qui se donnent des perspectives pour continuer le dialogue. Et c'était pour moi ça extrêmement positif. Et pourtant, ça a été une nouvelle nuit de tension. On retrouvera Raphaël Maillochon dans un instant. Rose, quand même, c'est important de voir cela, de voir ce dialogue entre les policiers, les habitants, le mot regret même qui a été prononcé. Alors, c'est toujours bon d'avoir un dialogue entre les citoyens et la police. Et quand on voit ces images, elles ne peuvent que nous attrister. Je ne parlerai pas de regret. Je pense que la scène, au global, est regrettable. Mais moi, je peux comprendre l'émotion d'une mère qui voit son fils se faire menotter, se faire embarquer dans une interpellation qui est musclée et que son instinct maternel immédiat réagisse. Je peux comprendre cette émotion. En revanche, je ne crois pas qu'il y ait une erreur particulière. On a un homme qui ne se laisse pas interpeller. On a 3 hommes qui ne suffisent pas à interpeller cet individu qui, la veille, a commis des rodéos. Et imaginez 2 instants si la mère avait pu se mêler à l'interpellation, qu'est-ce qui aurait pu arriver? Donc effectivement, ce geste de gaz peut paraître impressionnant et parfois peut même choquer, mais il permet en fait d'éviter que toute personne, alors effectivement là il se trouve que c'était la mère, intervienne et se mélange encore plus à cette interpellation. Alors forcément, a posteriori, il est très facile de venir pointer les choses. Je crois qu'il faut avoir un tout petit peu de recul sur cette histoire et savoir être juste et responsable. Parce que là, on parle en fait d'un individu qui n'est pas interpellé pour rien, il est interpellé pour des rodéos. J'ai envie d'avoir de la compassion pour cette mère, mais je pense aussi à toutes les familles qui sont endeuillées parce que leurs proches ont été tués dans le cadre de rodéos. Moi, je pense l'année dernière à 2 enfants de 5 ans, l'une à l'Ain-Aubervilliers, l'autre à Vaux-en-Velin, qui ont été tués par un rodéo urbain. Cet été encore, une jeune fille à Amiens ou une mamie de 75 ans à Toulouse. Je crois qu'il faut savoir aussi raison garder, comprendre que ces rodéos urbains en fait pourrissent la vie des habitants et les mettent surtout en danger. Je crois que tout le quartier aurait été endeuillé si il y avait une personne qui était morte. Donc je crois qu'il faut aussi un petit peu remettre les choses à leur place. Bien évidemment, personne ne peut se satisfaire de ces images-là, mais qu'en est-il sinon des interpellations dans ce quartier? Ça veut dire que il y a véritablement des zones de non-droit? Non, je crois qu'il y a certaines personnes qui s'octroient tous les droits. Et ce genre de choses ne peuvent plus arriver. Je crois que ces 5 jours doivent aussi s'arrêter et stopper. Il y a eu effectivement en tout cas une main tendue qui est faite de la part des policiers parce que personne ne peut continuer à ce qu'il y ait des échauffourées pendant des jours et des jours. Mais à un moment donné, il faut que ça cesse. Et c'est ce qui étonne aussi Raphaël Maillochon. Malgré ce dialogue, il y avait même les mères de famille qui disaient bon, ça y est, maintenant c'est apaisé. Ça a été hier soir une 5e nuit de tension, Raphaël Maillochon. On vous retrouvera un peu plus tard, Raphaël Maillochon, mais c'est vrai que Rose Améziane avait bien raison de rembobiner jusqu'au début de l'histoire et parler des rodéos urbains, qui est un fléau, on peut le dire, Guillaume, avec une doctrine qui n'est pas toujours claire. Il était dit à un moment aux forces de l'ordre,
pas de course-poursuite, en gros, on laisse filer. Oui, il n'y a pas de course-poursuite. Ceux qui la pratiquent, c'est pas nous, ce sont les anglo-saxons, notamment les Britanniques. C'est dangereux. Ça veut dire que vous allez poursuivre la personne à moto et percuter la roue arrière de sa moto pour la faire chuter. Vous lui faites prendre des risques et puis vous prenez des risques aussi d'accident de la circulation. C'est une course-poursuite. Il y a d'autres automobilistes, il y a des passants. C'est dangereux. C'est pas la doctrine française. La doctrine française, c'est d'interpeller ensuite et, si possible, de saisir les motos. Parce que il faut dire que ces motocross, elles sont faites pour des activités sportives, récréatives, sur des terrains adaptés, certainement pas pour circuler en zone urbaine. Ensuite, elles sont souvent conduites sans casque, elles font du bruit, ce qui occasionne en plus un désagrément sonore pour les riverains. Et la législation a été durcie en la matière, notamment pour les organisateurs. Les organisateurs sont de plus en plus sanctionnés. Quelques chiffres. En 2018, il y avait eu 72 condamnations. En 2019, 672. Et en 2020, 991. Donc en fait, depuis que la législation a été durcie, les organisateurs de rodéo urbain, parce que souvent c'est organisé, on se donne rendez-vous. Il n'y a pas qu'un conducteur isolé, il peut y avoir plusieurs conducteurs. Les sanctions sont plus sévères, plus fortes. Maintenant, ce qui marche, c'est de saisir les motos. Mais encore faut-il pouvoir rentrer dans ces quartiers dans des conditions sereines. Il n'y a pas de zone de non-droit. Si on veut y rentrer, on y rentre, mais il faut y rentrer en nombre et pas forcément dans des conditions qui sont des conditions apaisées. Vous voyez le contexte de l'interpellation qui fait qu'elle est commentée ce soir et qu'il y a eu 5 000 émeutes. C'est que les interpellations ne se pratiquent pas dans un contexte serein et apaisé. C'est ça la principale difficulté. Maintenant, les rodéos urbains, le ministre de l'Intérieur a annoncé que oui, il allait durcir la politique en la matière et les chiffres le montrent. Et c'est ce que vous voyez aussi sur le terrain, Michel Noailles. En gros, oui, cette interpellation était nécessaire, et c'est ce que disait Rose tout à l'heure, pour éviter des morts, tout simplement. Écoutez, déjà, j'ai essayé de répondre à votre question. Et donc maintenant, je veux bien parler du climat d'insécurité qui règne dans les quartiers parfois. D'accord, mais la question était posée sur comment s'était passée la réunion. Je voulais relater. Évidemment que nous n'excusons pas et nous condamnons les rodéos en ville qui mettent en danger les habitants, les enfants et eux-mêmes les pratiquants des rodéos. Nous sommes évidemment solidaires des habitants qui veulent vivre tranquillement. Et nous souhaitons que la police puisse faire tranquillement son travail. Et hier, nous avons permis, je crois, à ce que chacun comprenne la position de l'autre. Les policiers ont pu expliquer effectivement la complexité de leurs interventions et ont donné un conseil. N'intervenez pas dans une interpellation car vous la compliquez et vous prenez des risques. Et cela a été entendu. Et aussi les jeunes ou les mamans ont pu aussi dire comment certains policiers, je dis bien certains policiers, ou des jeunes sont parfois mal considérés par certains policiers, pas par la police, par certains policiers. Ça, c'est la réalité que j'ai vécue. Vous m'avez posé cette question, j'y ai répondu. Mais évidemment que les tensions, ce n'est pas des émeutes. Voilà, veillons à bien choisir les mots. Il y a des tensions qui sont condamnables. Nous essayons de les comprendre, non pas pour les excuser du tout, pour les comprendre. Pourquoi faire? Pour trouver de bonnes solutions. Et les solutions, comment vous essayez de comprendre, Michel Noailles, comment se fait-il, alors que vous pensiez que tout était apaisé, qu'il y a eu une 5e nuit d'émeute? Est-ce que vous arrivez à comprendre ce qui s'est passé? Écoutez, quand nous quittons la réunion qui a duré 2 heures, tout était calme et les incidents ont démarré à 300-400 mètres de la salle de réunion. Donc je ne sais pas qui avait intérêt à créer des tensions, mais en tout cas, lorsque nous sommes quittés, eh bien, il y avait déjà la perspective d'une nouvelle réunion entre les Gilets roses et le commissaire de police jeudi prochain. Donc il y a des perspectives pour prolonger le dialogue et pour trouver des initiatives qui construiront des rapports de confiance. Et malheureusement, je ne sais pas qui a eu intérêt à provoquer ces tensions, d'ailleurs qui concernent beaucoup des très jeunes, d'accord, et c'est une vraie question, la jeunesse, de l'âge de collège, de lycée. Vous savez, à Corbeil-Essonnes, dans le quartier Tarteret, 40% des jeunes de 16 à 24 ans ont quitté tout système de formation. 40%, malheureusement. Et vous ne croyez pas que c'est en investissant dans la formation, dans le travail, dans l'emploi, qu'on pourra aussi faire reculer les insécurités. C'est ce que nous croyons en tout cas, et c'est pourquoi nous avons développé certaines initiatives. On ouvre ce chapitre dans un instant, mais vous posez aussi une très bonne question. Pour comprendre, il faut connaître les origines. Oui, exactement. Mais vous posez aussi une question importante. Qui a intérêt
à alimenter ces violences urbaines tous les soirs? Il y a un contexte qui fait que la relation police-population est très dégradée. Pour resituer ce dont on parle, il y a 73% des Français, dernier baromètre du CEVIPOF, qui ont confiance dans la police. C'est 3 sur 4. Quand on regarde les 18-24 ans, on tombe à 52%. C'est 1 sur 2. Et quand on regarde les 18-24 ans en Ile-de-France, c'est 30%. C'est-à-dire qu'il y a 2 jeunes de 18 à 24 ans en Ile-de-France qui déjà structurellement ont une posture de défiance vis-à-vis de la police. Donc ça, c'est pour le contexte. Maintenant, avec quel type de policiers ils interagissent au quotidien, ces jeunes? Ils sont face à des policiers qui, aux 2 tiers, sont originaires d'autres départements que les départements d'Île-de-France. Donc ils ne connaissent pas les territoires, mais ils y sont affectés à 75%, c'est-à-dire aux 3 quarts. Et donc on envoie aux 3 quarts des policiers qui sont aux 2 tiers non franciliens. Donc il n'y a aucune connaissance des territoires, aucune connaissance des habitants. Vous ajoutez à ça le fait que le temps de formation en école de police a été réduit. Il vient d'être rehaussé par Gérald Darmanin, mais Christophe Castaner l'avait diminué. Donc vous avez des policiers qui sont peu formés, qui sont relativement peu équipés, qui ne connaissent pas les territoires, et on leur dit mais allez interagir avec des jeunes qui structurellement sont en posture de méfiance vis-à-vis de vous. Et donc après, vous rajoutez sur ce cocktail explosif des étincelles, une vidéo qui circule, et donc tous les soirs, vous avez des gens qui se mobilisent. Alors bien évidemment qu'il s'agit de violences, qu'elles sont parfaitement condamnables, qu'elles mobilisent des forces de police qui elles-mêmes font l'objet de violences dans le cadre de ces affrontements, mais c'est tout un contexte qui fait que ces nuits de violence perdurent. C'est pas qu'il y aurait une personne en particulier. Aujourd'hui, on parle de cette cité de l'Essonne, mais on a pu en parler de cités dans l'agglomération lyonnaise il y a encore quelques semaines, et peut-être qu'on reparlera d'autres cités dans d'autres agglomérations dans les prochains mois. Et comment on remonte aux origines du problème, Rose? Comment ces jeunes, en gros, en viennent à faire cela? C'est toujours la question qu'on se pose. En gros, comment en arrive-t-il à perdre le sens des choses? Alors déjà, je pense qu'il faut arrêter de dire les jeunes, parce que pour le coup, mais ceux qui sont impliqués dans les violences. Jeunes, et c'est important de le dire. Alors, monsieur le maire rappelait une réalité, effectivement. Aujourd'hui, on a en France près de 100 000 jeunes qui sortent du système scolaire, et la grande majorité viennent de ces quartiers populaires, mais ce n'est pas que ça. C'est 42% de gens qui vivent sous le seuil de pauvreté. C'est près d'un quart des personnes qui ne se soignent pas correctement, faute de moyens. C'est parfois un seul généraliste dans une cité qui fait 3 000, 4 000, 5 000 habitants. Et je peux vous en citer plein, des chiffres comme ça. C'est un sentiment d'insécurité qui est à 25%, alors qu'il a un peu plus de 10% national. Et 42% le seuil de pauvreté, c'est près de 900 € pour vivre dans une famille. Donc il faut comprendre que la sécurité, c'est une des composantes des inégalités dans les quartiers populaires. Et aujourd'hui, moi, ce qui me désole, c'est qu'il n'y a pas de projet global. Parce que ça fait quoi à Emmanuel Macron la semaine dernière qui dit plan d'urgence pour Marseille? Et là, on se dit, OK, c'est très bien d'aider Marseille, mais combien d'autres cités dont on ne s'occupe pas? Eh bien, vous m'enlevez les mots de la bouche, Aurélie. Bien évidemment, moi, je me satisfais que Édouard Philippe, à mi-mandat, vienne en Seine-Saint-Denis et paye mieux les professeurs et les policiers. C'est très bien. Je me satisfais également que Emmanuel Macron passe 3 jours à Marseille, propose un plan d'1 milliard pour les Marseillais. Mais quid de Corbeil-Essonnes, quid de Vaux-en-Velin, quid de Reims, de Strasbourg, de toutes ces villes en France où il y a des grands ensembles, où vous avez exactement la même réalité, qui peuvent être l'insalubrité des logements, des rats, des cafards, où parfois les bailleurs sociaux ne jouent pas le jeu avec le nettoyage ou même avec les ascenseurs, où il y a parfois des grosses difficultés d'emploi, où il n'y a aucun poumon économique. Moi, j'ai un exemple criant, par exemple, de la cité des Pablo Picasso, ces grandes tours nuages qui font face aux tours de la Défense, où vous n'avez aucun jeune qui sont recrutés alors que c'est à vol d'oiseau à peine 1 kilomètre. Enfin, c'est toutes ces réalités qui sont criantes. Mais en aucun cas, elles justifient ces violences. Et je crois qu'il faut faire attention. Bien évidemment, on a besoin de restaurer l'autorité de la police, de mettre plus de moyens parce que le sentiment d'insécurité y est plus criant, parce que parfois on appelle la police et elle n'est même pas en capacité de venir. Vous n'avez qu'une seule voiture qui patrouille parfois dans toute une ville. Donc oui, il faut plus de bleu dans ces quartiers. Mais pas que. Aujourd'hui, quand vous voyez l'éducation nationale, c'est 100 000 jeunes qui sortent du système scolaire sans aucune solution. Mais vous les mettez directement dans les bras des dealers ou des obscurantistes ou derrière, on se retrouve avec des difficultés encore plus grandes. Donc, si on n'est pas capable d'avoir un projet plus général, plus systémique, alors bien évidemment, selon Emmanuel Macron, ce ne serait pas 2 hommes blancs qui trouveraient un projet. Mais très bien, vous savez qu'il y a des femmes qui travaillent depuis des années, qui se remontent les manches et qui combattent. Donc, il nous contacte s'il a envie d'avoir des idées et des projets. Parce que sinon, Aurélie, dans 40 ans, on sera peut-être un petit peu plus vieille, mais on parlera encore des mêmes sujets et ce sera exactement la même situation. Et c'est ça, je crois, qui me désole le plus. Qu'est-ce qui pourrait vous aider aujourd'hui, Michel Noailles ?
Écoutez, déjà, je me retrouve massivement dans les deux précédentes interventions qui analysent le rapport police-quartier et puis les propos de la dernière intervenante. Qu'est-ce qui pourrait nous aider? Je vous donne un exemple déjà du vécu de certains jeunes du quartier. Nous avons un lycée, le lycée Robert Doisneau, qui est juste en face des Tarterets. D'accord? Eh bien, un nombre conséquent d'élèves des Tarterets, des jeunes des Tarterets, ne peut pas aller au lycée Robert Doisneau parce qu'il n'y a pas assez d'offres de formation en termes d'effectifs sur le bassin de Corbeil-Essonnes. Ils doivent parfois aller à des villes, des lycées relativement éloignés, 1 heure et demie de transport le matin, le soir. C'est autant de moins pour travailler ou autant d'heures de moins que pour faire du sport ou de la culture. Donc, il y a vraiment besoin d'un investissement de l'État en termes éducatifs, en termes sociaux, dans le domaine de la formation et de l'emploi. C'est évident. La jeunesse n'est absolument pas la priorité du gouvernement. Monsieur le maire de Corbeil, interviewé par votre chaîne tout à l'heure, demandait sur le plateau, y a-t-il un secrétaire d'État à la jeunesse? Personne ne peut répondre. Il y en a une. Personne ne peut répondre parce que le gouvernement est aux abonnés absents. Deuxième exemple, la cité éducative. Nous avons obtenu l'élargissement de la cité éducative, qui est un dispositif intéressant, même s'il ne concerne que les quartiers prioritaires de la ville. Eh bien, nous augmentons de 2 fois l'effectif de notre cité éducative, mais la somme allouée par l'État n'est que de 0,5 en plus. Donc c'est bien, on aura un peu plus de moyens, mais ramener à chaque enfant, c'est moins d'efforts de l'État pour les enfants. Donc oui, l'État doit investir dans l'éducation, la santé, la formation dans ces quartiers. Merci Michel Noy, merci Rosa Méziane. Michel Noy, l'émission est terminée. Merci d'avoir été avec nous, merci Guillaume Fard.